Bien, Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou pour une conférence spéciale. Et Brigitte va nous dire quelques mots sur le thème de cette conférence. Bonsoir. Oui, cette conférence se situe dans le cadre du thème que nous avons commencé déjà il y a un an, à savoir l'État juif. Et d'ailleurs, je propose qu'on l'appelle maintenant l'État hébreu, puisque la première partie, nous avons essayé de voir quelles étaient les forces favorables. On n'en a pas beaucoup trouvé. Quelles étaient les forces hostiles? On en a trouvé beaucoup. Et là, on est quand même dans une deuxième partie qu'on aurait tendance à appeler « Imagine un État juif ». Et puisque on imagine, alors on peut dire, imagine un État hébreu. Et si on l'imagine, c'est bien sûr d'après les sources juives. Et là, ce soir, nous avons donc la chance d'accueillir, vous connaissez Michael Vigoda, le docteur Michael Vigoda, qui dirige le département de droit hébraïque au ministère de la Justice. Donc, il est une des rares personnes dans ce pays, je dirais quand même, qui travaille, qui aide à réfléchir à la société, qui participe à la construction de la société israélienne à partir des sources juives dans son domaine, qui est le domaine du droit, c'est-à-dire aussi bien quand il s'agit de jugements de la Cour suprême que de projets de loi, il donne le point de vue des sources juives là-dessus. C'est un travail absolument extraordinaire, c'est un travail qu'on devrait voir dans tous les domaines, à mon avis, en économie, en sciences, en éthique, etc. Le sujet de ce soir est le suivant, le pouvoir des juges face aux législateurs d'après les sources juives. Vous voyez qu'on est en pleine actualité en réalité. On va voir quel est notre point de vue par rapport finalement à une situation dont on parle tous les jours dans les journaux. Michael, Vakasha. Merci Brigitte pour ces mots d'introduction. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque notre temps est quand même limité. Et j'aimerais, plus que faire une conférence, comme je préfère toujours le faire, vous inviter à une étude en commun. Et j'ai donc préparé une présentation PowerPoint. J'espère juste que ça va marcher. Un petit instant. Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui, parfait. Vous voyez, c'est parfait, très bien. Bon, et donc le sujet que je vous propose d'étudier ce soir, c'est le rapport, et on pourrait dire le rapport conflictuel que nous connaissons de nos jours. Comme l'a dit Brigitte, c'est un sujet d'une brûlante actualité, je crois aussi bien en Israël qu'en France. Le conflit de pouvoir entre, nous savons que la société moderne est axée sur trois pouvoirs, le pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement qui vote les lois, le pouvoir exécutif, le gouvernement qui met en place, je dirais, qui dirige et qui administre de fait les choses de l'État, la chose publique, la res publica, et enfin le troisième pouvoir, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir des juges. Et la question qui va nous occuper est de savoir si, d'après les sources juives, il y a un pouvoir des juifs face aux législateurs. Cette question peut paraître, je dirais, déplacée lorsque l'on parle des sources juives, parce que dans les sources juives, on connaît bien entendu l'existence des juges. Shoftim veshotrim titel lecha bechol she'arecha, nous dit la Torah dans le livre de Devarim. C'est une des mitzvot les plus importantes d'établir des juges. Mais lorsque l'on parle du législateur concernant les sources juives, le législateur, c'est Dieu. Dieu est le législateur, c'est Dieu qui donne la loi. La loi est une loi divine dans la tradition juive. Alors, bien entendu, il n'y a, dans le cadre d'une loi divine, on peut difficilement parler du pouvoir des juges face aux législateurs. Les juges auront pour mission de faire en sorte que la loi divine soit mise en pratique, qu'elle soit respectée. Ça peut être une de leurs fonctions.
s'il y a un litige, eh bien, on va résoudre ce litige d'après les règles qui sont les règles de la halakha, de la tradition juive. Est-il opportun de parler d'un conflit de pouvoir entre les juges et le législateur lorsque l'on fait référence aux sources juives? Eh bien, ce que j'aimerais vous montrer dans un premier temps, c'est que la question n'est pas déplacée, parce que, contrairement à ce que d'aucuns, sans doute par ignorance, pensent, il n'y a pas de place pour un législateur. Et quand je parle d'un législateur, je parle d'un législateur, je dirais, au sens laïque du terme, dans la tradition juive. Eh bien, nous allons voir que la chose n'est pas aussi simple que cela. Et d'abord, sans élaborer là-dessus et sans m'étendre là-dessus, il est important quand même de mentionner qu'il y a différentes sources de législation en droit hébraïque. C'est-à-dire qu'à part le din Torah, à part les lois qui sont les lois de la Torah, les lois édictées par Dieu, les lois interprétées par les Chachamim, et parfois il peut y avoir une législation des Chachamim. Nous connaissons la distinction dans la tradition juive entre ce qu'on appelle les mitzvot de Oraïta et les mitzvot de Rabbanan, n'est-ce pas? Les lois qui sont les lois, à proprement parler, d'origine toraïque, et les lois qui ont pour origine des décrets faits par les sages pour différentes raisons, pour protéger la loi, ou bien pour faire face à des situations nouvelles. Il y a une autorité rabbinique, législative, déjà de ce point de vue-là. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tellement l'autorité des rabbins ou l'autorité des gens de halakha au sein même du système de la halakha, mais la question est de savoir est-ce que le système de la halakha reconnaît la légitimité et la place d'une législation qui ne soit pas une législation qui est élaborée par les chachamim, mais par d'autres sources d'autorité. Eh bien, je vous ai présenté ici, en tout cas, 3 possibilités, il y a peut-être une 4e. La première, c'est ce qu'on appelle le Mishpat HaMelech, c'est-à-dire le droit mis en pratique par le roi. Le roi a des prérogatives qui sont des prérogatives de juge. Nous n'allons pas élaborer là-dessus, mais il peut également établir et édicter des lois. Il n'est pas seulement juge, il peut également être législateur. On connaît également le concept de dina de malchut hadina, c'est-à-dire que la loi de l'État, à force de halakha, à force et a une valeur halachique, et à force de halakha, il faut respecter la loi de l'endroit dans lequel on se trouve. Et je ne vais pas rentrer maintenant là-dedans, mais enfin, il y a toutes sortes de discussions de savoir si cette loi s'applique uniquement en dehors d'Eretz Israël, ou bien si cette règle s'applique également en Eretz Israël. Nous ne rentrerons pas là-dedans aujourd'hui. Ce qui va nous intéresser plus, c'est ce que l'on appelle les takanot hakahal. Que sont les takanot hakahal? Eh bien, c'est la prérogative qui est donnée à la société d'édicter des règles, des règlements, des lois pour organiser la vie en société. Ça laisse supposer que la loi de la Torah n'est peut-être pas suffisante pour l'organisation de la société. Vous savez que ce qui caractérise tout système de droit, c'est que d'abord, il est toujours en retard par rapport à la réalité. Le droit est toujours à la traîne. Les choses ont lieu dans la société, dans la réalité, et le législateur essaye ensuite de donner des structures, des misgarot, n'est-ce pas, des carcans de droit pour organiser tout cela. Mais de toutes les façons, la raison à cela, c'est que le monde évolue, il y a des réalités nouvelles, il y a des découvertes nouvelles, il y a des technologies nouvelles, il y a un dynamisme qui est inhérent
à toute société, et ce dynamisme est particulièrement accru je veux dire, depuis l'époque moderne. Eh bien, cela va de plus en plus vite et la réalité dépasse toujours ce que le législateur peut faire, mais il y a une nécessité de pouvoir structurer tout cela et organiser et de répondre aux besoins de la société. Et voici ce que nous lisons, et le passage que nous lisons, c'est un tout petit passage de la Gemara dans le traité de Baba Batra, d'Afret Amoudbet, et cette petite phrase que je vous ai traduite ici en français, cette petite phrase est à l'origine de la légitimité et d'une des sources du développement du droit hébraïque qui s'appelle les Takanot HaKahal. Voici ce que dit la Gemara: Rashaim bnei ha'ir la'atnot al hamidot v'al ha'she'arim v'al schar ha'po'alim u'la'asiya al kitzatan. Oui, les membres de la cité, les citoyens, nous dirions, ont le droit d'établir les poids et les mesures, de fixer les salaires et de faire respecter leurs décisions. Nous avons ici, dans cette phrase laconique, la source de l'autorité législative au sein de la ville. On parle ici des Bnei Ha'ir, les membres de la cité, les membres de la ville. Donc, la structure d'organisation de société dont parle la Gemara, c'est une structure qui est non pas au niveau de, on ne parle pas d'un État ici, on parle de Bnei Ha'ir, certes, mais c'est, je dirais, comment dirais-je, c'est l'unité, je dirais, d'organisation de société en groupe qui est pris ici en référence par le texte talmudique et qui nous dit que les membres de la cité ont le droit d'établir une régulation concernant les poids, les mesures, fixer les salaires, et le Talmud rajoute et de faire respecter leurs décisions. La siya al-kitzatan, cette expression n'est pas évidente, et Rashi traduit ou explique, interprète dans son commentaire sur le Talmud, dit la siya al-kitzatam, liknos et haover al-kitzat divreihem, c'est-à-dire que autorité est donnée, ou pouvoir est donné à l'autorité de la cité. Nous ne savons pas qui sont ces membres de la cité, comment sont-ils organisés exactement. Ça, le texte ne nous le dit pas. Par d'autres sources, nous savons que, en réalité, la cité doit élire et doit choisir parmi les membres de la cité des représentants, ce qu'on appelle les Shivat Tuvei Ha'ir, les 7 représentants qui sont les délégués, qui ont le pouvoir qui leur est délégué par la société pour organiser ce qui est nécessaire au sein de la société, et prérogative leur est donnée de faire respecter leurs décisions. Et Rashi nous explique de faire respecter, c'est-à-dire qu'il y a ici un pouvoir coercitif. Il y a ici la possibilité de sanctionner celui qui contreviendrait à la règle, à la loi qui a été établie. Si par exemple on a établi une loi qui fixe des salaires, salaire maximum, salaire minimum, par exemple, eh bien, cette règle qui ne figure pas dans les lois de la Torah, et nous allons plus loin citer d'autres exemples de règles que nous connaissons et desquelles nous sommes assez contents d'être soumis à ces règles-là, ces règles, eh bien, il faut pouvoir les mettre en application. C'est le propre de la loi, qui distingue la loi juridique de la loi morale. C'est que la loi morale, elle reste à la discrétion de tout un chacun. Il y a peut-être une réprobation au niveau de la société. Il y a un qu'en dira-t-on duquel on fait attention, mais au niveau de l'application des règles qui ont été établies et de la sanction qui peut être donnée, ça c'est le propre de la loi. La loi juridique, la loi en droit, sa spécificité, c'est qu'il y a l'organe de l'autorité et le pouvoir qui peut être mis en application pour faire respecter cette loi, cette règle. Et donc, nous voyons que la société, la cité, est en droit de fixer des règles
pour organiser la société et qu'elle est en droit de sanctionner ceux qui contreviendraient à ces règles. Et Rashi nous dit, il rajoute, et je l'ai mis ici en rouge, la siam midat din Torah. Et ces règles, elles dévient des règles de la Torah. Elles ne sont pas les règles du din Torah. Là, vous avez très clairement l'expression du fait qu'il y a d'un côté le din Torah, mais d'un autre côté, ce din Torah peut-être n'est pas suffisant. Il y a des moments dans lesquels il y a la nécessité d'organiser, par exemple, un problème dans les salaires. Alors, ça, ce sera à la discrétion de la cité de s'organiser autour de cela et d'établir des règles. Et le Talmud continue en citant une source qui est dans la Tosefta. En réalité, la source précédente vient également de la Tosefta. La Tosefta, comme vous le savez, c'est une source qui remonte à l'époque des Tanaïm. Nous sommes donc quelque part autour du 1er, 2e siècle. Ça, c'est l'époque de la Mishnah et de la Tosefta. Donc, ce que nous avons lu précédemment, c'est un texte très ancien qui remonte à pratiquement 2000 ans et qui parle de cette autorité de législation au niveau municipal, au niveau de la cité, qui a cette autorité d'établir des règles et de les faire respecter. Et le Talmud de rajouter, les artisans ont le droit de fixer une répartition des horaires de travail, les transporteurs peuvent faire des accords d'assurance dans le cas où l'un d'entre eux venait à perdre son âne ou son bateau. Oui, bon, c'est dans le cadre de la réalité qui était la réalité de l'époque talmudique, de l'époque de la Mishnah, mais nous voyons ici des règles d'organisation qui ici sont faites entre les artisans. Nous aurions ici plutôt, alors que dans le texte précédent, on parlait des Bnei Ha'ir, les membres de la cité, ici nous parlons des artisans, c'est-à-dire, je dirais, les guildes d'artisans, de travailleurs, de toutes sortes de fonctions qui s'organisent et qui établissent dans leur rapport et dans leur rapport avec la société des règles. Et donc, nous voyons ici une illustration de plus, certes non pas au niveau de la ville tout entière, mais au niveau des artisans, de ces guildes, d'établir des règles qui sont des règles qu'on va pouvoir faire respecter. Et là, comme je vous l'ai dit, cette source est à l'origine de la validité de règles de droit qui ont été établies au cours de l'histoire du peuple juif, et on pourrait dire au cours de l'histoire du Mishpat Ivri, c'est-à-dire du droit hébraïque. Le droit hébraïque, il faut savoir qu'il est constitué non pas seulement des règles et des mitzvot de la Torah et de leur interprétation par la Torah Sheba'al Peh, par la Mishnah et par le Talmud, par la tradition orale, mais il y a également toutes sortes de normes juridiques qui sont établies bien plus tardivement et qui ont autorité parce qu'ils tirent leur autorité de ce petit passage talmudique que je vous ai cité, Rachaim Bnei Ha'ir, La'atnot ala Sha'arim ve'ala Midot v'chulei v'chulei. Et pour vous donner une illustration de cela, regardons cette tchouva, c'est-à-dire cette responsum du Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, qui a vécu, comme vous le savez, en Espagne au XIIIe siècle, et il est sollicité pour savoir si une loi qui a été édictée dans une des communautés a valeur de loi. Entre parenthèses, voilà une illustration d'un contrôle juridique sur la validité d'une loi. Nous avons ici une illustration du titre que je vous ai proposé. Le Chacham, le Posek, Rabbi Shlomo ben Aderet, est consulté pour savoir si une telle loi édictée dans une communauté a valeur de loi. Et voici la question qui lui a été soumise. Im yesh takana benechem, shekol mi shelo yotzi zechuto tor zman ha'achraza, sheyeh zechuto mufka. À une époque où les registres et les cadastres immobiliers n'étaient pas aussi bien organisés qu'à notre époque, nous sommes au Moyen-Âge, et l'administration n'est pas encore aussi élaborée que celle que nous connaissons aujourd'hui,
eh bien, lorsque quelqu'un achetait un bien foncier, il prenait un grand risque parce qu'il risquait d'être débouté par quelqu'un qui risquait de prouver que ce qui lui a été vendu, en réalité, lui a été vendu non pas de droit, mais ça a été vendu par quelqu'un qui s'est prétendu être propriétaire ou ayant droit alors qu'il ne l'était pas, et le réel ayant droit fait valoir son droit et peut évincer la personne qui a acheté un bien foncier. Et c'était un grand risque, et pour éviter ce risque, eh bien, cette communauté établit une règle, une loi, selon laquelle lorsque quelqu'un va faire une transaction financière, il veut acheter un terrain, une maison, eh bien, il peut venir au sein de la communauté et faire une achraza, c'est-à-dire une déclaration publique comme quoi il s'apprête à faire une telle transaction. Et que si quelqu'un a à redire et a une opposition à cette transaction, eh bien qu'il se fasse connaître dans les 30 jours, dans les 60 jours, et s'il ne l'a pas fait dans le délai établi, eh bien il ne pourra plus faire valoir son droit. Son droit sera en quelque sorte, il sera exproprié et validité sera donnée à la transaction qui a été faite. Vous voyez qu'il y a ici quelque chose qui va, je dirais, pour l'intérêt du développement économique, on établit une règle qui n'est pas une règle, ce n'est pas la règle de la halakha. La règle de la halakha, c'est que si je suis propriétaire de quelque chose, eh bien, j'en reste le propriétaire ad vitam aeternam, à moins que je le vende volontairement ou bien que je décède et alors ça passe en héritage, etc., etc. Alors, le Rashba répond en disant Yesh koach beyad hatzibur bekach. Oui, le tzibour, la collectivité, peut effectivement établir une telle règle. Vehefker tzibour hefker. Nous connaissons dans les sources de la halakha, du Talmud, nous connaissons la règle célèbre de hefker beit din hefker. Un beit din, qui est l'autorité rabbinique, peut parfois exproprier quelqu'un ou abolir le droit de propriété de quiconque. Il peut rendre hefker quelque chose, c'est-à-dire le rendre quelque chose qui est de propriété privée, le faire en propriété publique. C'est une prérogative qu'a le Beit Din. Et le Rashba nous dit que ce n'est pas seulement le Beit Din qui a cette autorité ou cette prérogative, mais c'est également le Tzibour, la collectivité. La collectivité, je dirais ici, au sens laïque du terme, n'est-ce pas? La société. Le Hefker Tzibour Hefker. Comment chez Katouv, Bababatra, Rachaim Benehaïr, la source qu'il invoque pour cela, c'est la source talmudique que nous avions étudiée avant. Et dans une autre responsum, le Rashba ira même plus loin et exprimera cela de la façon suivante. Il se dira Haskamat hakahal mevatel et halacha. Si le tzibour, si la société décide d'une règle, eh bien, elle peut, par sa décision, abolir la règle qui est la règle connue par la halakha de Rachaim benehaïr le'atnot benehem kol ma sheyirtzu. Ah, un instant. Kol ma sheyirtzu. Est-ce que vraiment les membres de la société peuvent établir toute règle qui leur plaira? C'est à leur bon vouloir? Est-ce qu'il y a une autorité, sans limite à la législation, une législation qui pourrait même abolir, ça peut même abolir la règle qui est la règle de la halakha? Alors là, il faut dire deux choses. La première, c'est que, bien entendu, ce n'est pas le cas. Bien entendu, toute législation, et comme nous l'avons vu avant, le Rashba a été, c'était là, oui, le Rashba a été sollicité à propos de cette loi concernant une forme de garantie qui serait donnée à un acheteur de biens fonciers. C'est fait d'une telle façon que ici, la société elle-même a sollicité le Rashba pour savoir si c'était en ordre de faire. Ils comprenaient bien que ce n'était pas si simple de faire cela. Et donc, ils se sont référés au Rashba pour avoir l'aval du Rashba sur cette règle. Et il est clair qu'on ne peut pas effectivement tout se permettre. Lo kol ma sheyirtzu, c'est une formule exagérée du Rashba. Il est clair qu'il y a des limites à cela.
Nous allons tout de suite le voir, mais d'abord, j'aimerais juste dire que cette prérogative, elle est à l'origine de la validité de toutes sortes de règles, de lois qui sont, comme je le disais précédemment, il y a toutes sortes de règles, de règlements, de lois, de droits, qui sont des droits que nous considérons aujourd'hui comme des acquis importants dans nos sociétés et qui ne tirent leur autorité non pas de la halakha théorique ou la halakha première de la Torah, mais elles tirent leur autorité de takanot kahal. C'est en réalité des législations qui ont valeur de législation, comme par exemple salaire minimum, exemple que nous avons mentionné avant, ou bien la notion de congé maladie, des lois qui garantissent le droit de l'employé à avoir des congés maladie, ou bien des congés payés, ou des indemnités de licenciement, droit de retraite, sécurité sociale. Toutes ces règles-là sont des règles qui, vous pourrez chercher, mais en vain, les sources de ces règles-là, de ces lois, dans le Din Torah. Dans le Din Torah, il n'y a pas de salaire minimum, c'est une question de massa ou matan, comme on dit, de transaction entre l'employeur et l'employé. Et puis voilà, il n'y a pas d'indemnité de licenciement, a priori, à part pour le Eved, on parle de Hanaka, pas de congé payé. J'ai jamais entendu parler de congé payé dans les sources de la Torah. Alors, ces règles-là, quelle validité elles ont? Elles ont la validité de Takanot Kahal. Donc, ça, c'est d'un côté. Et nous avions dit, mais ceci dit, il ne faut pas croire que n'importe quelle chose peut être établie par la société. Kol mashi yirtzu, comme le disait d'une façon exagérée le Rashba. Et nous allons voir qu'il y a, je dirais, des règles que l'on pourrait appeler des règles constitutionnelles, entendant par là que qu'est-ce qu'une constitution? Eh bien, on pourrait dire qu'une constitution, c'est la loi des lois. C'est la loi qui établit quelle loi on peut établir. Et en ce sens-là, toute loi établie par le législateur peut être soumise à la vérification ou au contrôle judiciaire. Par exemple, regardez ce que nous enseigne le Rambam Maïmonide dans Ilchot Gezela ve'Aveda. Klalo shel davar, kol din sheyachkok oto hamelech. Là, il parle de règles établies par le roi. Le roi a une autorité d'établir des règles, des dinim, des lois. Kol din sheyachkok oto hamelech, lakol, velo yeh la'adam echad bifnei atzmo eino gezel. Il parle ici de lois qui ont des répercussions pécuniaires, répercussions en termes d'argent, n'est-ce pas? Et nous dit Maïmonide, toute loi qui est une loi générale, qui s'adresse à tout le monde et pour laquelle tout le monde est mis à la même enseigne, alors cette loi est valable et elle n'est pas considérée comme un vol. Si par exemple on établit qu'il faut payer un certain impôt, si l'impôt est établi d'une façon équitable et d'une façon shivionite, donc égalitaire pour tout le monde, eh bien ce n'est pas gezel. Chol sheyikach meish ze bilvad, shelo kadata yedua lakol, ela chamas et ze, hare ze gezel. Par contre, si le roi établit une règle comme quoi, une règle discriminatoire, eh bien, toute règle, tout règlement qui serait discriminatoire serait sanctionné comme non valide, comme nous l'enseigne ici Maïmonide. Voilà donc une règle de droit qui concerne une règle constitutionnelle du droit qui établit quelles conditions doit remplir une loi pour pouvoir être valide ou quel argument pourrait invalider une loi. Nous voyons ici un exemple, une loi qui serait établie que pour une frange de la société et pas une autre, qui serait discriminatoire, eh bien, elle perdrait sa validité, elle serait déclarée par la halakha en tous les cas comme nulle et non avenue et on n'a pas l'obligation de la respecter. Il y a ici, mais mon temps est quand même limité,
un autre exemple qui est tiré du Rashba lui-même pour vous montrer que le Rashba, lorsqu'il disait que l'on peut tout faire, je vais pas lire avec vous cette chouva, je vais juste dire de quoi parle cette chouva. Cette chouva parle du problème de la double imposition. N'est-ce pas? Une personne habite dans une ville et les gens de la ville veulent lui faire payer l'impôt pour des biens qu'il a dans un autre pays, dans une autre ville dans laquelle il est déjà soumis à l'impôt de l'autre ville parce que les biens sont là-bas. Eh bien, et ils disent, bon, il habite chez nous, eh bien, on établit une règle comme quoi il doit payer l'impôt. Alors, le Rashba de répondre, Nireli shurat adin de ein porim as b'shum makom al mamon hakavua la'adam sheyesh lo b'makom acher. On ne peut pas soumettre quelqu'un à la double imposition. Ce n'est pas juste. Il est déjà soumis à une imposition dans un endroit, il ne peut pas être soumis ici. On ne va pas le faire payer deux fois. Ve'atana she'amarta. Et l'argument que tu as avancé de yesh la kahal la'asot chukim ve'dinim bedavar zeh, c'est de l'autorité, de la prérogative de la Kehila, du Kahal, de la société, d'établir des règles dans ce domaine-là. Alors, dit le Rashba, dit Rabbi Shlomo ben Aderet, Nireli, te'ein ze el hagezel, ve'en yocholim la'atnot al hagzelot. Le fait que la société est autorité, ça ne veut pas dire qu'elle est autorité, elle a l'autorité de voler. Lorsque c'est une loi qui est non légitime, qui est injuste, eh bien, une loi injuste pourrait être sanctionnée comme non valide. Et il dit donc aux gens de cette société, cette règle que vous avez voulu établir ou de vouloir prendre l'impôt en double imposition, eh bien, je déclare qu'elle est invalide. Voilà encore un autre exemple d'un contrôle judiciaire, d'un contrôle des juges, un contrôle ici d'une autorité rabbinique telle que le Rashba, sur la validité d'une loi municipale, d'une loi, d'une société, d'une collectivité juive, en l'occurrence, je ne sais pas à qui elle était adressée, je ne sais pas si c'était mentionné là-bas, mais quoi qu'il en soit, voilà donc encore une illustration à cela. Très bien, donc, il y a des règles, je dirais, des règles fondamentales de justice qui ne peuvent pas être contredits par la loi de la société. La société, la cité, a le droit d'établir des règles nouvelles, et ces règles nouvelles ne seront valides que dans le cadre constitutionnel, entendu que ça ne doit pas être discriminatoire, ça ne doit pas permettre d'étatiser ou de permettre l'État ou la société n'a pas l'autorité de faire une loi qui soit injuste et qui soit comme un vol. Donc ça, ce sont des règles constitutionnelles très, très vastes, mais dans ce cadre-là, et encore une fois, on pourrait rajouter, la société ne peut pas établir des règles qui seraient en contradiction flagrante avec des règles de Torah qui sont inviolables. Il y a des règles de Torah qui sont inviolables. Les takanot peuvent être, comme disait le Rashba, mevatel halacha, takana yochola levatel et halacha, mais dans une portée quand même limitée. Mais dans ce cadre-là, ce que nous allons voir maintenant, c'est que ce n'est pas encore suffisant. Il y a, semble-t-il, une limite à apporter au pouvoir de la société de faire des régulations, des règles, des lois, des décrets, comme nous allons le voir dans l'exemple rapporté par le Talmud lui-même. Alors, je l'ai traduit, non pas littéralement, mais juste pour que, comme le temps qui nous est imparti est limité, alors pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit, lisons cela en français. Ensuite, je vous l'ai mis en hébreu, mais nous n'aurons pas le temps. Alors, lisons cela en français.
les bouchers de la ville se mirent d'accord que si l'un d'eux ouvrait sa boucherie le jour d'ouverture de son confrère, sa marchandise serait détruite. Donc, les bouchers se sont mis d'accord. Vous vous rappelez, on avait vu que les artisans avaient le droit d'établir des règles au sein des guildes. Eh bien, voilà une règle qu'ils ont établie. Ils ont réparti les jours d'ouverture des magasins, parce que sans doute il y a trop de concurrence, et il faut répartir les jours d'ouverture, et c'est ce qu'ils ont fait. Et comme sanction, ils ont prévu que celui qui ouvrirait son magasin, sa boucherie, alors que c'est le jour d'un autre de l'ouvrir, eh bien, il serait sanctionné, et tout ce qu'il aurait vendu ce jour-là, eh bien, on détruira sa marchandise. Mais, alors que un des bouchers s'est effectivement permis d'ouvrir son magasin le jour, sa boucherie le jour qui n'était pas le sien, et on l'a sanctionné selon cette règle-là, et il est venu se plaindre devant Rava. Rava est un des sages du Talmud, mais Rava ne trancha pas selon leur accord. Il n'a pas donné suite, il n'a pas corroboré, il a donné raison au plaignant, c'est-à-dire à ce boucher auquel on avait détruit sa marchandise parce qu'il avait ouvert son magasin. Malgré la règle selon laquelle les membres de la société ont le droit de faire respecter leurs décisions. Le Talmud s'étonne. Comment se fait-il que Rava ait dit cela alors que nous avons une règle, celle que nous avons vue au début de notre propos, que les membres de la société ont le droit de faire respecter leurs décisions? Mais le Talmud de répondre, c'est Rav Papa dans le texte talmudique qui donne raison à Rava. Et il dit en effet, telle est la règle là où il n'y a pas un homme important, Adam Chashuv. Mais là où il y a un homme important et qu'il n'a pas été consulté, leur accord est nul. Oui, lisons ça, cette partie-là dans la Gemara. Amarav Papa, Shapir Avad de Loha Adar Lemide. Rava a bien eu raison de ne pas répondre à la question qu'on lui avait dit, mais un instant, tu contredis la règle selon laquelle Rachaim Benaïr la Asiya al-Kitsatam. Il répond, Hanemile Heicha de Leika Adam Chashuv, Avalecha de Ika Adam Chashuv, Lav Kol Kumina Yudematnu. Oui, ça, c'est effectivement la prérogative d'établir des règles lorsqu'il n'y a pas au sein de la cité un Adam Chashuv. Mais s'il y a un Adam Chashuv, alors on peut s'il n'y a pas d'Adam Chashuv, mais s'il y a un Adam Chashuv, eh bien, on ne peut pas édicter une loi sans consulter préalablement le Adam Chashuv. Et là, deux questions se posent. Une, qui est ce Adam Chashuv? Adam Chashuv, un homme important. C'est qui un homme important? De qui parle-t-on? Mais avant de traiter cette question, j'aimerais traiter une question préliminaire ou une autre question qui est celle de savoir cette règle que nous enseigne ici Rav Papa, selon laquelle il n'y a validité d'une règle établie au sein de la société que si elle a été entérinée ou validée par la Adam Chashuv. Quelle est l'étendue, quel est le champ d'application de cette règle? Et comme nous allons le voir, cette question est controversée parmi les grands commentateurs et les grands décisionnaires. Oui. Un avis est que cette règle est limitée. Elle est limitée au sens que, regardez ici ce que dit le Rivash, Rav Yitzhak Bar Sheshet, qui était le grand, décisionnaire dans son temps. Il a fui l'Espagne et il est arrivé en Algérie, où il est devenu le Av Beidin en Algérie. Il a vécu, comme vous le voyez, au XIVe siècle. Et il nous dit, j'ai rapporté ici une petite phrase, vous m'excusez, je n'ai pas eu le temps de traduire tous les passages que je vous rapporte. En tout cas, se basant sur Nachmanide, sur le Ramban, il dit « Lo ne'emar din ze shel adam chashuv,
cette règle concernant la nécessité pour qu'une loi de la société ait valeur et validité, il faut qu'elle soit acceptée, validée par un Adam Chashuv, cette règle n'est établie que Ela bebene omanut. Vous vous rappelez, dans les textes que nous avons vus au début, je vais essayer de revenir en arrière et de vous montrer, on avait vu deux passages. Dans un passage, on nous parlait des membres de la cité. Ça, c'était là, je dirais, une législation au niveau municipal, au niveau de la cité. Elle peut être très grande, cette cité. Elle peut être petite, mais elle peut être également grande. Et à mon avis, elle peut être également de l'envergure d'un État. Mais ensuite, nous avions vu qu'on nous parlait de la prérogative des guildes, des artisans, les omanout, d'établir des règlements entre eux. Ce que nous voyons dans le texte que nous lisons maintenant, pardon, je reviens en arrière, ce que le Ramban nous enseigne, c'est que la règle selon laquelle un Adam Chashuv doit être sollicité n'est établie ou n'est dite qu'à propos de règles qui sont établies par les guildes. Essayons de comprendre la logique de cette restriction de l'importance du Adam Chashuv, de l'homme important. Oui? Il dit Umi penei shebetakana efshar sheyeh hefsed lebnei ha'ir. Ce qu'il explique, c'est que lorsque les guildes, les organisations, je sais pas comment on appelle ça, patronales ou d'entrepreneurs ou d'artisans, qui s'organisent, qui s'organisent en tant que tels et établissent des règlements, des règles. Eh bien, nous dit Nachmanide, lorsque ce sont donc des secteurs de la société qui établissent des règles, le risque est grand que ces guildes ou ces règles sectorielles protègent les intérêts sectoriels, justement, au détriment de l'intérêt public, au détriment de l'intérêt général. Et en ce sens, nous dit Nachmanide, il est important que pour qu'une loi établie, une règle, un règlement établi au sein de ces guildes ait validité, il faut qu'il soit supervisé par une autorité qu'on appelle Adam Chashuv. On ne sait pas encore qui est ce Adam Chashuv, mais il faut que ce soit supervisé parce que le risque est grand que l'intérêt général soit bafoué ou soit remis en question. Prenons l'exemple très simple, n'est-ce pas, des industriels qui se mettent d'accord pour établir des prix, c'est ce qu'on appelle des cartels, et ainsi éviter les bienfaits que peuvent avoir la concurrence, n'est-ce pas? Ça, c'est au détriment de l'intérêt général. Et dans la mesure où ça risque d'être au détriment de l'intérêt général, il faut que ce soit supervisé. Aval, oui, ça c'est la deuxième partie en bleu, aval, bebnei harir atzmam, yocholim lahatnot kirtzonam. Mais la règle du Adam Chashuv ne concerne pas les législations au niveau municipal, au niveau qui est le niveau de toute la société. Parce que, vraisemblablement, il est à supposer que la règle qui va être établie pour la société tout entière, eh bien, c'est une règle qui est là pour protéger les intérêts et le bien de l'intérêt général, la res publica, la chose générale. Ça, c'est l'avis de Nachmanide, et qui explique donc pourquoi, dans notre histoire des tabachim, des bouchers,
Rava n'avait pas répondu parce que les bouchers, c'est une guilde, ce n'est pas une loi municipale. Mais si ça s'était posé, non pas dans le cadre d'un règlement sectoriel, mais dans un règlement qui est dans un droit, dans une législation qui est d'ordre général, eh bien, Nachmanide ou Rava n'aurait pas dit ce qu'il a dit, d'après Nachmanide dans tous les cas. C'est donc l'avis de Nachmanide. Mais ce n'est pas l'avis, c'est aussi l'avis du Meiri, un des grands Rishonim, mais nous allons sauter sur cette. Je vois que j'ai oublié une source. J'ai oublié une source. Oui, j'ai oublié une source, excusez-moi. Ah, non. Non, elle est ici. C'est le Rashba. De nouveau, le Rashba dans une autre tchouva, dans une autre responsa, le Rashba nous dit que aussi bien pour des règles établies par les organisations patronales ou d'entrepreneurs, etc., ou d'artisans, des guildes, ou bien que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau de la société entière, n'est-ce pas? Ou bilvat sheyeh be'askamot elu talmid chacham sheba'ir im yeshno ba'ir. Pour les deux, ils pensent qu'il est nécessaire d'avoir l'aval du Adam Chashuv, et là, il nous dit déjà qui, d'après lui, répond à la définition de Adam Chashuv. Oui? Pour lui, Adam Chashuv, c'est Talmid Chacham Sheba'ir, Im Yeshno Ba'ir. Donc, s'il y a une autorité religieuse, rabbinique, s'il y a un Talmid Chacham, eh bien, il faut solliciter le Talmid Chacham. Notez bien qu'ici, nous allons beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce dont on parle aujourd'hui lorsque l'on parle du contrôle des juges concernant les lois. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est que la loi ayant été établie, selon les formes qui sont nécessaires pour qu'une loi ait validité, elle est publiée, etc., la loi est réputée comme étant valide, comme étant le droit. Les juges peuvent, dans certaines circonstances, dans certains États, peuvent soumettre cette loi à leur contrôle, et établir la non-validité de la loi, mais l'aval des juges n'est pas nécessaire pour que la loi soit validée. Ce n'est pas dans l'ordre, je dirais, de l'élaboration de la loi qu'il est nécessaire d'avoir l'accord des juges ou du Adam Chashuv de nos jours. C'est a posteriori, les juges peuvent éventuellement remettre en question la validité de la loi. Dans le texte talmudique ici, et selon l'option de Rashba, cette règle est générale, son champ d'application n'est pas seulement pour les règlements dans la guilde, mais pour tout règlement établi au sein de la société. Il faut qu'il y ait eu l'aval du Adam Chashuv, pour peu qu'il y ait un Adam Chashuv. Et qui est ce Adam Chashuv? Alors, d'après le Rashba, d'après Rabbi Shlomo ben Aderet, c'est d'abord et avant tout s'il y a un Talmid Chacham dans la ville, ou Adam Chashuv shenitmana parnas à la île. Ou bien un notable qui a été nommé, qui a été choisi pour diriger la société. Le parnas, c'est le politique. Ouais, l'autorité politique doit être également sollicitée. Il est choisi pour organiser et pour superviser le bien et l'organisation de le bon déroulement des choses au sein de la société. Eh bien, s'il n'a pas été consulté, eh bien, la loi ou le règlement établi n'aura pas de validité. Donc, vous voyez, j'ai mis ici de façon claire comment est-ce que Rabbi Shlomo ben Aderet comprenait ce qu'était le Adam Chashuv. Je résume donc avant de rentrer maintenant dans la discussion sur Adam Chashuv, concernant la question de
du champ d'application de la règle selon laquelle une condition de validité des lois établies par la société dans le sens de Takanot Kahal, oui, la condition selon laquelle il faut qu'il y ait l'aval du Adam Chashuv, il y a controverse. D'un côté, il y a ceux comme Nachmanide qui pensent que cette règle ou cette condition ne s'applique que pour des règlements sectoriels, elle ne s'applique pas pour un règlement général, alors que le Rashba n'est pas de cet avis, lui il est d'avis que ça s'applique pour quelle que soit la loi, si c'est une loi, un règlement interne de guilde, ou c'est un règlement au sein de la société tout entière, c'est cette même règle qui s'applique. Maintenant, la deuxième question, qui est ce Adam Chashuv? Nous avons déjà entrevu avec le Rashba. Pour le Rashba, le Adam Chashuv, c'est Talmid Chacham o Memouné ala Tzibur. Mais regardez quelque chose de très intéressant. Rabbi Yosef ibn Migash a vécu au XIIe siècle en Espagne. Il était l'élève du Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi, et le maître de Rabbi Maimon, qui lui-même était, comme tout le monde le sait, le père de Maïmonide, le père de Rabbi Moshe ben Maimon. Et d'ailleurs, le Rambam reprendra la même tradition dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres domaines. Il est le dépositaire de la tradition du Rif et de Rabbi Yosef ibn Migash, et il dit sur cette question de savoir qui définit-on comme le Adam Chashuv, il dit Talmid Chacham ou Memouné ala Tzibur. Vous voyez la distinction entre Talmid Chacham ou Memouné ala Tzibur, ou bien Talmid Chacham ou Memouné ala Tzibur? Ce n'est pas la même chose. Oui. Talmid Chacham ou Memouné ala Tzibur, c'est-à-dire que l'autorité rabbinique, le Talmid Chacham comme Adam Chashuv, d'après cette chita, d'après cet avis, n'a l'autorité et n'a la validité, la force d'Adam Chashuv que dans la mesure où pas seulement il est Talmid Chacham, mais il est Talmid Chacham qui est choisi par la société pour superviser les lois. Nous comprenons par là que s'il y a au sein, en tout cas d'après l'avis de Rabbi Yosef ibn Migash, s'il y a au sein de la société des gens qui sont des Talmidei Chachamim, mais des Talmidei Chachamim que la société ne nomme pas comme Memounim ala Tzibur. Est-ce qu'ils auront le titre d'Adam Chashuv au sens où il a été employé dans le texte talmudique que nous avons étudié? Eh bien, d'après Rabbi Yosef ibn Migash, non. Et d'après Rabbi Shlomo ben Aderet, oui. C'est une discussion importante, n'est-ce pas? Et le Rambam est du même avis, Rav Meir Alevi Abulafia également du même. La vérité, c'est que l'avis de la majorité des décisionnaires est l'avis du Rabbi Yosef ibn Migash, que le Talmid Chacham n'a valeur d'autorité que de Adam Chashuv, que dans la mesure où pas seulement il a une connaissance de la loi juive, mais il est également choisi par la société pour superviser les lois. Ce qui amènera, par exemple, un décisionnaire contemporain du XXe siècle, Rabbi Moshe Feinstein, dans son Igrot Moshe, il est sollicité concernant une question, savoir si au sein d'un syndicat d'ouvriers, ils ont établi des règles concernant des grèves, une décision d'entrer en grève, et il y a une discussion qui c'était des employés du système éducatif, donc des enseignants, qui se sont organisés et qui ont établi que pour lutter pour leur salaire et pour leurs conditions de travail, et ils sont ouverts une grève, et on a remis en question la validité de leurs décisions. Et le Rav Moshe Feinstein de dire certes, le Talmud nous a enseigné que s'il y a un Adam Chashuv, eh bien, les règles établies par les guildes, eh bien, n'ont pas de valeur,
ou dafka adam chashuv hamemune parnas al hatzibur. C'est seulement s'il est choisi par le tzibur. L'hayen betakanot bnei ha'ir ou bekol tzorkehem. Ou mefaresh hamagid mishne, זה בלשון הרמב"ם, שם הלכה י"א, שכתב, חכם חשוב לתקן מעשה המדינה ולהצליח דרכי יושביה. Ça, c'est la formulation de Maïmonide. ואם כן, conclut רב משה פיינשטיין, בערים שבמדינה זו, il parle des États-Unis, לא ממונה שום חכם על כך. Nous n'avons pas. L'autorité rabbinique, elle n'a pas été choisie par la société, même la société juive, même la communauté juive, elle n'a pas été choisie pour vérifier et pour avoir cette fonction de Adam Chashuv, cette fonction, je dirais, de dirigeant de la société, de superviser les lois. Et donc, nous sommes comme dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'Adam Chashuv. שתנאיהם ותקנותיהם קיימים, וכל שכן במדינתנו שיש להם רשות מהממשלה על זה. Et la chose est d'autant plus valable, et d'autant plus vraie, dans la société dans laquelle nous vivons, où la validité des syndicats, ou la légitimité des syndicats est validée par la loi du pays, en l'occurrence ici, les États-Unis. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach dira la même chose, et je terminerai les sources que je vous ai rapportées juste avec une petite controverse, peut-être pas si petite que ça, que j'ai avec un de ceux qui étaient mes maîtres, parce que j'ai étudié le droit à l'université hébraïque à Jérusalem, le professeur Eliav Shochetman. Le professeur Shochetman écrit dans un article qu'il consacre à la question de savoir est-ce que la halakha reconnaît la validité des lois édictées par la Knesset. Et il passe en revue de façon bien plus élaborée et plus exhaustive que je n'ai pu le faire dans le temps qui m'était imparti, les différentes sources qui pourraient donner validité aux lois de la Knesset. Et lorsqu'il parle des lois de la Knesset comme Takanot Kahal, il dit en réalité, les Takanot Kahal, les lois de la Knesset ne peuvent pas tirer l'autorité de Takanot Kahal parce que en Eretz Israël, il y a un Adam Chashuv. C'est la Rabbanut Harashit l'Israël. Et puisque les lois établies par la Knesset n'ont pas été soumises à l'aval de la Rabbanut Harashit, eh bien, cela porte atteinte à la validité de ces lois en tant que Takanot Kahal. Parce qu'il dit, Be'echlet nitan efo l'ityaches la Rabbanut Harashit que Mara de Atra chez l'Eretz Israël. On peut considérer la Rabbanut Harashit comme le Mara de Atra, comme l'autorité en Eretz Israël, ou V'Torah shekazo, hi shechayavet latet et ha'ishur shel Adam Chashuv lechukei HaKnesset. C'est elle qui doit donner l'aval du Adam Chashuv aux règles établies par la Knesset. Ou belo ishura, en lirot lichora et chukei HaKnesset ketkefim midin takanot HaKahal. Ensuite, il restreindra cela, en tout cas pour certains domaines, mais quoi qu'il en soit, c'est son avis. Eh bien, je ne partage pas cet avis. Je ne partage pas cet avis parce que, comme nous l'a enseigné le Rav Moshe Feinstein, il faut que ce soit un Adam Chashuv, un Talmid Chacham, hamemouné parnas al hatzibur. Or, la Rabbanut Harashit, certes, tire son autorité de la loi israélienne elle-même. C'est la société en Israël qui a donné autorité à la Rabbanut Harashit, mais l'autorité de la Rabbanut Harashit est établie par la loi elle-même. Et les prérogatives des Rabbanim Rashim, ou de la Rabbanut Harashit, sont limitées dans les termes de la loi. On peut le regretter, mais c'est l'état de fait. Et étant donné que c'est l'état de fait, eh bien, d'après l'avis de Rav Moshe Feinstein et de la majorité des décisionnaires, comme nous l'avons vu, le fait qu'il y ait une Rabbanut Harashit, d'après moi, ne donne pas encore une définition de Adam Chashuv. Et je vous ai rapporté ici un passage d'une des sources intéressantes au niveau historique du développement du droit hébraïque, c'est ce qu'on appelle les Pinkassé HaKehilot. Vous savez que les Pinkassé HaKehilot, ce sont ces registres dans les communautés juives dans lesquels étaient comme, je ne sais pas comment on appelle ça en français, aide-moi peut-être Brigitte,
ce qu'on appelle les rashumot ici, n'est-ce pas? Quand on veut édicter une loi en Israël, il faut qu'elle soit publiée dans le journal officiel. Alors, c'était comme le journal officiel de la communauté. Le Pinkas HaKahal, c'était là où étaient inscrits les décisions publiques d'intérêt général, etc. Et dans le cadre de ce Pinkas Kahal de Medinat Lita, de Lituanie, on peut lire, regardez, Manhigei HaKehilot yadunu bedivrei rivot uktatot. Manhigei HaKehilot, c'est-à-dire l'autorité politique, l'autorité laïque des communautés auront prérogative pour gérer et pour juger du droit pénal. Veknasot ve'onshin. Vedayanei HaKehilot yadunu dine mamonot. Les dayanim, eux, s'occuperont du droit civil, s'occuperont des problèmes de litige financier. Il y a une répartition des tâches. Il y a une autorité laïque qui traitera des problèmes pénals et une autorité rabbinique qui traitera des problèmes de droit civil, d'argent, etc. Et il spécifie et que les dayanim ne s'immiscent pas dans ce qui ne les concerne pas. Ça veut dire que les conflits de pouvoir entre l'autorité laïque et l'autorité rabbinique, on en a ici une belle illustration. Et voilà donc les sources que je voulais vous proposer, vous soumettre, desquelles il ressort donc les conclusions suivantes. Si on pose la question de savoir est-ce que, la question que nous avions posée au départ, n'est-ce pas, le pouvoir des juges face au législateur. Nous avons appris d'abord que la notion de législateur a sa place dans la tradition juive et nous l'avons élaborée de façon un peu plus développée en ce qui concerne les takanot kahal. Et nous avons vu donc que la société a le pouvoir d'établir des règles. Ces règles-là, néanmoins, comme nous l'avons vu, sont effectivement soumises à un contrôle qui est un contrôle constitutionnel d'un côté, donc que ces règles ne contredisent pas des valeurs fondamentales auquel cas elles seraient invalidées. Et dans ce sens-là, il y a effectivement un contrôle judiciaire. D'autre part, ce que nous avons vu également, c'est que le champ d'application de la règle des takanot kahal est discuté au sein des décisionnaires de savoir si elle est illimitée, comme le pense Nachmanide, ou bien si elle est limitée, comme le pense le Rashba. Et cette limitation serait la limitation du Adam Chashuv. Et comme nous avions vu, la question de savoir qui est Adam Chashuv est elle-même également discutée. Est-ce que le Adam Chashuv, c'est comme le Rashba le pense, ou le Talmid Chacham, ou le Memoune ala Tzibour? Donc, pour le Rashba, à partir du moment où au sein de la société, il y a un Talmid Chacham, il doit être sollicité. Et s'il ne l'a pas été, eh bien, la règle qui a été établie perd sa valeur de Takanat Kahal, pour peu donc qu'il y ait un Talmid Chacham au sein de la société. Ce n'est pas l'avis de la majorité des décisionnaires comme nous l'avons vu. Ils suivent l'avis de Rabbi Yosef Ibn Migash, Maïmonide et bien d'autres, selon lesquels le Adam Chashuv, c'est certes, dans la mesure où il y en a un Talmid Chacham, ou quelqu'un qui a une connaissance de Torah, qui a une autorité toraïque, mais pas seulement une autorité toraïque, pas seulement une autorité de Torah. Il a une autorité qui est reconnue par la société comme on veut, au sein de la société, on veut voir ce Talmid Chacham gérer ou superviser la chose publique. Et dans des sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés dans lesquelles la majorité de la société est une société laïque, qui ne veut pas de l'autorité des rabbins, et bien à ce moment-là, comme nous l'enseigne Ramoshe Feinstein, la nécessité du Adam Chashuv
où l'existence même de Adam Chashuv est remise ici en question. Et alors à ce moment-là, on pourra se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire alors à ce moment-là au niveau du contrôle des lois? Eh bien, je dirais que le Adam Chashuv sera, d'après cette approche-là, celui que la société a choisi comme Adam Chashuv. Et quelle est l'étendue de son shikul dat, de sa discrétion, dites, de son pouvoir discrétionnaire, jusqu'à quel point peut-il soumettre la loi établie par la société à son contrôle? Eh bien, à cette question-là, malheureusement, je ne vais pas vous donner de réponse. C'est-à-dire que nous sommes ici au nœud même du conflit qui est celui que nous connaissons ici en Israël, autant que je sache, il existe ici en France, de savoir qu'est-ce que la société demande, qu'est-ce que la société veut. Est-ce que la société veut que le dernier mot soit donné au juge ou le dernier mot soit donné à la Knesset? Et cette question-là, c'est une question qui finalement, tant qu'il n'y aura pas une législation claire qui établisse la répartition des prérogatives entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, eh bien, nous sommes condamnés à vivre dans ce conflit permanent et je ne sais pas si on peut en sortir si facilement. Alors, voici ce que je voulais vous proposer et je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre attention. Toda Rabba. Merci beaucoup, Dr Michael Vigoda. Brigitte, peut-être que tu as des questions ou des réflexions suite à cet exposé magnifique. Est-ce qu'un Memouné à la Tzibour signifierait en droit moderne quelqu'un qui aurait été élu? Oui, absolument. C'est quelqu'un qui a été élu, qui a été choisi. Les modes de cette élection ne sont pas définis. Oui. Est-ce que c'est une élection directe? Est-ce que c'est une élection indirecte? Ça, c'est une autre question. Quoi qu'il en soit, la règle de cette nomination sera établie par la société elle-même. La société peut déléguer, par exemple, je sais pas, un comité qui, lui, va choisir, par exemple, les juges. Vous savez qu'aux États-Unis, les juges, ils ne sont pas choisis par un comité, ils sont élus. L'élection des juges, à part les juges de la Cour suprême qui, eux, sont choisis par le président. Mais pour les autres juges, ils sont élus dans leur district, dans leur État. En Israël, comme vous le savez, ce n'est pas le cas, et autant que je le sache, ce n'est pas le cas non plus en France. Donc, les juges à la Cour suprême aujourd'hui, ce ne sont pas des Memounés à la Tzibour. On peut dire ça. Je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Je pense qu'ils sont oui Memounés à la Tzibour. Ils sont oui Memounés à la Tzibour dans la mesure où le mode d'élection, le mode de nomination des juges est établi par une loi. Il y a une loi en Israël qui établit comment est-ce qu'on nomme les juges. Oui, la commission, le comité de nomination des juges est un comité qui est formé des représentants des trois pouvoirs et également des représentants des juristes, de la Lishka Orchei Hadin, du barreau, et cela forme une commission, et c'est au sein de cette commission qui, par des règles qui ont été établies, comment est-ce que le choix est fait. Ce n'est pas une simple majorité qui suffit. Donc, on peut beaucoup discuter, on peut beaucoup, critiquer, ou au contraire être fier de ce système. Je connais des avis comme ci, des avis comme cela. Quoi qu'il en soit, le système a été établi de cette façon-là par le législateur lui-même. Et en ce sens-là, on ne peut pas dire le législateur, il exprime la volonté la volonté publique. Et je voulais aussi poser une autre question par rapport au législateur dans le système que vous avez présenté. D'un côté, vous dites que le roi a le droit de légiférer.
D'un autre côté, vous dites que le Kaal aussi, il a le droit de légiférer. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre les deux? Et comment sont réparties les compétences finalement entre les deux? Et il y a pire que ça, parce que vous dites que le roi, il a le droit à la fois de légiférer et d'être juge, ce qui pour un moderne est un scandale. Voilà, je mets celui-là en prison parce qu'il ne me plaît pas et on va faire une loi pour le justifier a posteriori. Alors bon, c'est une très bonne question que tu poses, Brigitte. Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a différentes sources, et je n'ai pas élaboré les rapports qu'il y avait entre, par exemple, Mishpat HaMelech ou le Din HaMelech et les Takanot HaKahal. Tant qu'il n'y a pas de conflit entre l'un et l'autre, eh bien, ils sont parallèles. Mais on peut légitimement envisager et imaginer que, et en réalité, c'est de ce point de vue-là, je pense que, et ça, ce sont des sources que je ne vous ai pas rapportées, mais c'est des sources importantes et intéressantes, qu'effectivement, le Mishpat HaMelech ou le Din HaMelech, il faut se rappeler que lorsqu'il n'y a plus de roi, parce que nous ne sommes pas dans un système, royal, il n'y a plus de roi, mais nous enseigne dans un très bel enseignement, ce que je pourrais peut-être vous lire cet enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook nous enseigne la chose suivante, et il dit comme ça: quand vient un temps où il n'y a pas de roi, attendu que les prérogatives royales concernent la situation d'intérêt général de la nation, ces prérogatives reviennent à la nation dans son ensemble pour ce qui concerne son organisation. C'est pourquoi tout dirigeant politique jouit des droits réservés par la Torah au roi, pour tout ce qui concerne les besoins et les intérêts publics du monde. En ce sens, l'autorité politique en Israël hérite de cette notion de Din HaMelech. Quand il n'y a plus de droit, eh bien, en réalité, le roi tire son autorité de la société elle-même. Et lorsqu'il n'y a plus de roi, eh bien, cela revient à la société. Et à ce moment-là, la société s'organise et délègue son pouvoir. Le pouvoir royal, en réalité, est le pouvoir de l'État ou des citoyens eux-mêmes. Nous avons ici une idée profondément, à mon sens, profondément démocratique, dans le sens où la source de l'autorité n'est pas dans le roi, il est dans la société elle-même. Lorsqu'il n'y a plus de droit, eh bien, comme nous dit le Rav Kook, cela revient à la société. Alors à ce moment-là, quand ça revient à la société, comment la société s'organise-t-elle? Ce que j'ai essayé de montrer ici, c'est d'apprendre quelque chose des Takanot Kahal concernant la question de savoir comment est-ce que cela s'organise lorsqu'on établit des règlements, etc. Le roi lui-même, comme nous l'a enseigné Maïmonide, c'était un des textes que je vous avais apporté, le roi lui-même, s'il édicte une loi qui est une loi discriminatoire ou injuste, elle est également sanctionnée comme non valide. Il n'a pas une autorité absolue. Il est lui également soumis à cette autorité. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas réellement de différence de fond entre l'expression de l'autorité populaire quand elle s'exprime par l'autorité politique, si elle s'appelle roi ou si elle s'appelle un président élu ou un premier ministre ou une Knesset qui est choisie pour édicter des lois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toda, peut-être qu'il y a d'autres réflexions. Vous pouvez maintenant ouvrir vos micros pour ceux qui ont des questions, des réflexions à ce sujet. C'est à vous la parole. Daniel? Oui. Je voulais savoir, en Israël, il y avait un status quo qui avait été voté du temps de Ben Gurion. Est-ce que ce statu quo, il a forme de loi? Est-ce qu'on peut le transgresser? Jamais la société israélienne n'a voté le status quo. Il y a une tradition de respect du statu quo. Il n'y a pas une loi de statu quo en Israël.
Mais ce que je voulais dire, par exemple, aujourd'hui, on est témoin de conflits très graves entre Bet Mishpat HaElyon, c'est-à-dire la Cour suprême, et le gouvernement. Le gouvernement vote des lois que la Cour suprême efface. Enfin, alors, comment on peut réfléchir au point de vue juif à ce moment, dans ces cas-là? Bien, je crois que dans mes mots de conclusion, j'ai essayé de vous dire quels sont je dirais, les tenants et les aboutissants de ce problème-là. Et je vous ai dit, c'est peut-être décevant, mais je ne vous ai pas apporté la solution comme s'il y en avait une. Je crois qu'elle est inhérente à l'organisation d'une société. Et ce conflit, il s'illustre bien également dans le petit texte que je vous ai rapporté, du Pinkas Lita, dans lequel on essaie là-bas d'établir. On voit bien qu'il y a des conflits de pouvoir et les uns disent aux autres, eh bien, ne vous immiscez pas dans ce que nous faisons. Finalement, c'est un jeu de va-et-vient et de Izun Choser, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français. D'équilibre des pouvoirs qui se joue ici. Et chacun des pouvoirs, c'est vrai, il y a des moments dans lesquels la Cour suprême remplace son pouvoir discrétionnaire au lieu de celui du législateur. Et je comprends tout à fait, je dirais, les critiques qui sont formulées également par des juristes éminents concernant l'exagération qui est celle du pouvoir judiciaire, de ce pouvoir qui est sain au sein de la société. Il est bon qu'il existe, mais il est bon qu'il existe dans les limites qui soient des limites raisonnables, de telle façon à ce que le tribunal, c'est-à-dire les juges, préservent leur statut et leur notoriété comme étant au-dessus des jeux politiques. Et on a trop souvent l'impression et le sentiment que la Cour suprême en Israël empiète effectivement et rentre dans l'arène politique. Ce n'est pas moi qui le dit, en tout cas pas en premier. Le juge Landoy, qui était un des membres de la Cour suprême, avait déjà de son temps dénoncé cette tendance qu'avait la Cour suprême de ne pas avoir cette retenue qu'on attend d'elle. Donc le concept de contrôle judiciaire des lois n'est certainement pas étranger à nos sources. Ça, je crois que je vous l'ai montré d'une façon claire. Elle n'est certainement pas étrangère. La question de l'équilibre, la question de savoir jusqu'à où on va, jusqu'à où peut aller le tribunal lorsqu'il annule la validité d'une loi qui a été votée par la société, il faut que ce soit quelque chose qui soit réellement, qui porte atteinte d'une façon patente et sérieuse et je dirais qui suscite l'adhésion de la société, que effectivement, voilà quelque chose qui a été fait, qui est inacceptable, inadmissible, quelque chose de discriminatoire, quelque chose qui va à l'encontre de valeurs fondamentales. On a trop tendance à présenter comme nécessaire ou comme découlant obligatoirement de valeurs fondamentales, des valeurs qui en réalité sont de l'ordre politique. Je vais vous donner un exemple. J'ai écrit là-dessus. Récemment, la Knesset a voté une loi pour ce qui concerne les mères porteuses, n'est-ce pas? Les mères porteuses étaient jusqu'alors réservées uniquement aux couples, mari et femme. C'était les termes de la loi. Il y a eu des plaintes faites au Bagatz, donc à la Cour suprême,
pendant que cette loi est discriminatoire. Discriminatoire, il y a eu deux plaintes, une des femmes célibataires qui voudraient pouvoir être mères, mais elles ne peuvent pas porter un enfant, et parce qu'elles ne sont pas mariées, eh bien, on leur refuse l'accès aux mères porteuses, comment est-ce qu'on dit, oui, à cette possibilité de procréation assistée. Et l'autre, ce sont les homosexuels, les couples homosexuels en général, qui eux également veulent avoir un enfant, et par force des choses, ils doivent, s'ils veulent avoir un enfant qui est génétiquement le leur, avoir recours à une mère porteuse. Le gouvernement a nommé une commission de spécialistes, de juristes, de gens d'éthique, et également de gens de halakha, qui a établi une distinction qui ensuite a été entérinée par la loi, par la Knesset, et qui a amendé la loi, qui a changé la loi, et qui a ouvert l'accès aux mères porteuses également aux femmes célibataires, parce que cette femme a un problème médical qui lui empêche de porter un enfant, au même titre que la femme mariée a un problème médical qui l'empêche de porter cet enfant. Et la discrimination entre l'une et l'autre, parce que l'une est mariée et l'autre n'est pas mariée, est considérée dans nos sociétés, dans notre société libérale aujourd'hui, on pourrait discuter de cette question-là également, mais c'est considéré comme discriminatoire. Par contre, a dit cette commission, l'homme, par nature, ne peut pas avoir un enfant. Et donc, il faut distinguer celui qui, à cause d'un problème médical, ne peut pas avoir d'enfant, et celui qui, par nature, ne peut pas avoir d'enfant. Et moyennant cette distinction, qui a été, comme dit, reconnue par cette commission, la loi a été amendée, on a ouvert les mères porteuses également aux femmes célibataires. Mais la Cour suprême a dit cette distinction n'est pas constitutionnelle. Elle n'est pas constitutionnelle. Et il faut ouvrir l'accès aux mères porteuses à tous. Voilà un problème de société qui est controversé. De dire que cette distinction est une distinction qui est anticonstitutionnelle, j'ai beaucoup de mal à l'accepter. À mon avis, cette distinction, elle tient très bien la route. La Vadat Mor Yosef, c'est le professeur Mor Yosef qui était à la tête de cette commission, qui a établi cette distinction, l'a fait il s'agit là d'un problème de société débattu au sein de la société. Pourquoi est-ce que le pouvoir discrétionnaire de la Knesset serait moins valable que celui de 5, 6, 7, 8 ou 9 juges de la Cour suprême pour établir quelle est la règle qui doit être établie? J'avoue que cela, j'ai du mal à le justifier d'après des sources qui ont été les nôtres. Il faut qu'il y ait quelque chose qui porte à naître de façon patente. Or, c'est vrai ici que ces couples homosexuels, on leur refuse l'accès, mais il y a discrimination lorsqu'il y a une distinction qui n'a pas sa place, une distinction qui est inacceptable, qui est inaudible, qui est révoltante. Je ne crois pas que cette distinction soit révoltante et porte atteinte aux valeurs de la société israélienne qui sont les nôtres. La société israélienne est constituée de beaucoup de franges, comme vous le savez. Il y a des ultra-religieux, il y a des ultra-non-religieux, il y a une grande majorité de gens traditionnalistes ou traditionalistes, ce qu'on appelle en Israël, et je ne crois pas que la majorité de la société considère cette distinction comme une distinction inacceptable. Loin de là, me semble-t-il. Je peux poser encore une question, je m'excuse. Vous avez dit tout à l'heure que, à votre avis, le grand rabbin d'Israël n'est pas un mémouné à la Tzibour parce que
dans la définition de ces fonctions, n'apparaît pas le contrôle de la constitutionnalité des lois. Oui. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a une loi qui dit que cela fait partie des fonctions de la Cour suprême de juger de la constitutionnalité des lois? C'est une très bonne remarque et c'est une comment dire, une des critiques que certains formulent vis-à-vis de la Cour suprême et de la façon qu'elle a de s'arroger ses pouvoirs. Le seul problème techniquement en tous les cas, c'est que ce qui est établi dans la loi, c'est que les décisions de la Cour suprême ont force de droit. Ça, c'est établi. Est-ce que la Cour suprême s'est arrogée des droits ici qui n'étaient pas ce que la société voulait lui donner a priori? Bien, ce que je pense en réalité, c'est que une des sources du droit, que je n'ai pas développé ici, j'ai juste écrit ce mot, le minhag, la coutume. C'est-à-dire qu'il y a une coutume qui s'est établie en Israël et qui s'est établie et dans lesquelles le hat, petit à petit, la Cour ou la Cour suprême s'est arrogé certains pouvoirs qui lui ont été reconnus. En tous les cas, il n'y a aucune l'autorité de la Cour suprême est certes établie au sein de la loi. Est-ce qu'au sein de la loi, il y a une loi qui a formellement reconnu son droit à juger de la constitutionnalité des lois? La chose, et comme dit, c'est une très bonne question. D'aucuns disent que non, et comme dit, c'est finalement la Cour suprême qui, elle, a autorité par le législateur d'établir le droit, et donc elle s'est établie ce droit. Cela explique ce conflit duquel nous sommes les témoins et les acteurs, ce conflit. Et c'est vrai qu'il faudrait urgemment que la Knesset se réunisse et établisse les limites de l'autorité qu'elle est d'accord de donner à la Cour suprême. Et c'est ce qu'on attend du Chok Yesod Hashfita, qui n'a pas encore été voté, parce que la société n'arrive pas à se mettre d'accord sur cette question, mais en réalité, c'est ça qui devrait être fait. Et c'est la Knesset qui devrait établir quel est le champ d'autorité de la... Comme je l'ai montré avec cette histoire de Adam Chashuv, effectivement, je suis parfaitement d'accord. C'est la société, si la société ne reconnaît pas... Tout ce que je dis, c'est que de nos jours, de façon générale, la majorité de la société israélienne reconnaît plus l'autorité de contrôle constitutionnel à la Cour suprême qu'elle ne le reconnaît à l'autorité rabbinique. Ça, je crois qu'on pourrait être d'accord là-dessus. De savoir est-ce que cela suffit pour établir, de façon claire, l'autorité de la Cour suprême telle qu'elle s'élargit sous nos yeux. Bon, vous avez déjà entendu ce que je pense plus ou moins là-dessus. N'oubliez pas que je suis quand même un civil servant. Je sais. Todarabah. Merci beaucoup. Il y a une question de M. Arnaud qui nous dit, est-ce qu'on pourrait, un petit peu comme en Suisse, avoir recours au référendum en Israël? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Ça, c'est plutôt des questions, c'est pas tellement de mon recours, de savoir si de ce système, ça se peut tout à fait. On peut tout à fait établir qu'une règle veuille que l'on consulte les citoyens. C'est comme je disais, comment est-ce qu'on établit la règle, n'est-ce pas? Rachaim bene'ahir la'aknot alamidot. Rachaim bene'ahir. La Gemara ne nous a pas dit comment est-ce que la décision des bene'ahir s'opère. Oui? Il y a une discussion que j'ai éludée ou que je ne vous ai pas montrée. C'est une grande discussion dans les sources, de savoir est-ce qu'au sein de la société, toute décision doit être prise unanimement ou bien par voie de majorité. Il y a des avis, la majorité des avis sont que c'est la majorité qui tranche.
Mais pas tous sont du même avis. Il y a certains décisionnaires qui pensent que non, pour qu'une règle puisse avoir une règle d'autorité pour tout le monde, eh bien, il faut qu'elle soit acceptée par tout le monde. Je ne vois pas trop comment est-ce qu'on peut gérer une société de cette façon-là. C'est pourquoi, d'une façon générale, cet avis-là n'a pas été retenu. Mais c'est intéressant de voir qu'un tel avis existe dans nos sources, selon lequel, pour établir une règle qui oblige tout le monde, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Les autres argumentent en disant, si on attend que tout le monde soit d'accord, eh bien, on sera dans le On va attendre. Comment est-ce qu'on dit ça? On sera immobilisé, on sera complètement paralysé. La société sera paralysée. Ah, donc référendum, oui, on peut envisager des référendums. Ceci dit, il faut se rappeler que le fait de faire un référendum n'assure pas obligatoirement la validité de l'OAS, parce que en référendum, surtout si on vote par voie de majorité, il y a quand même le risque que la majorité, écrase la minorité. Et ça, elle n'a pas le droit de le faire. Écrase dans le sens où il y a une spoliation des droits fondamentaux de la minorité contre lesquels la majorité ne peut rien faire. Ouais. C'est exactement la même chose que dans une copropriété. Il y a des choses que on peut établir au sein de la copropriété par voie de majorité, mais il y a des choses qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de la copropriété. Eh bien, tous les copropriétaires peuvent se mettre d'accord contre un seul que, je ne sais pas moi, on ne nettoiera pas les escaliers. Eh bien, ce sera l'unique copropriétaire qui demande qu'il y ait un financement du nettoyage régulier et raisonnable de la cage d'escalier, c'est lui qui aura raison. La majorité n'a pas toujours raison. Merci beaucoup. Ça, c'est déjà un autre sujet. Est-ce qu'il y a une dernière question qui va être posée avant qu'on clôture? Eh ben, je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Toda Rava. Merci à vous.